Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis d'école du changement. Nous nous retrouvons une fois de plus, en tout cas, ce dimanche pour votre émission. Nous allons avoir, en tout cas, pour la première fois dans cette émission, un jeune Congolais, patriote, qui s'intéresse en tout cas à la vie politique de son pays. Parce qu'on dit, si tu ne t'intéresses pas à la politique en tout cas va te conduire. Et lui ne veut pas en tout cas rester en reste. Il veut s'impliquer dans la vie politique de son pays et surtout aussi donner son point de vue sur la marche du pays. Il s'agit du jeune Nico Chitambwe, jeune patriote congolais. Avec lui, nous allons en tout cas essayer de faire le point sur la situation politique, sociale et autres du pays. Bon dimanche et bienvenue sur ce plateau des cours de changement, Nico Chitambwe. Merci beaucoup. Voilà. Et on va commencer en tout cas par une triste nouvelle. Il s'agit du naufrage qui s'est passé en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le vendredi passé dans la soirée. Une embarcation de fortune qu'on appelle en langage courant Mbandaka Ibora, qui devait en tout cas se rendre à Bolomba, une localité située à quelques kilomètres de Mbandaka. Malheureusement, le voyage n'a pas eu lieu. Juste au moment où l'embarcation de fortune devait en tout cas quitter le port, cette embarcation a chaviré. La baleinière en bois a chaviré. Et on note en tout cas une centaine de morts et le même nombre aussi de disparus. Donc c'est vraiment mort et désolation en Mbandaka et dans les territoires de Bolomba. Nico Chitambwe, vous avez sûrement aussi appris ces drames. Je ne sais pas, ça s'appelle quel commentaire de ta part, si vous avez un mot à placer par rapport à cela. Oui, nous avons tous appris les drames. Tout d'abord, nos condoléances et nos pensées vont à la famille aux familles des disparus du naufrage et nous déplorons cet événement. Et nous allons tâcher d'accompagner les familles des victimes et de voir comment va évoluer l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est mal passé pour créer ces naufrages. Bon, Nico, malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on puisse avoir ce genre de drames, de ce genre d'accidents. La navigation nocturne, par exemple, est interdite. Il y a même un service de l'État, le commissariat fluvial, qui est chargé de vérifier l'état du bateau, les charges et tout ça. Mais on soupçonne qu'il s'agirait aussi d'une surcharge. C'est pas qu'est-ce qui doit être fait selon vous par les autorités pour qu'on arrive en tout cas à vivre de tels drames. Eh bien, il faudrait déjà qu'on puisse revoir notre façon d'organiser nos transports maritimes déjà et prendre beaucoup plus de précautions et avoir beaucoup plus d'impact au niveau de la sécurité. Déjà, un transport maritime la nuit, c'est pas bon. Déjà, ces temps-ci, les climats aussi n'est pas bon. Mais nous devons aussi savoir aussi organiser notre transport de sorte que la marchandise qui doit être transportée sur un navire, on doit prendre en compte l'équipage, la manière à laquelle on devra procéder au cas où on a un problème, ou bien à la grandeur du navire qui va transporter la marchandise. C'est sur ça qu'on doit plus veiller. Donc il faut prendre en compte la capacité de l'embarcation ou du bateau ou de la baleinière et surtout aussi respecter la réglementation qui veut que la navigation nocturne est interdite. Mais cet accident est survenu pratiquement le même jour. C'était quelques heures avant. Le chef de l'État a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et c'est lui qui est en charge de la Défense et les ministres des Transports pour qu'on puisse réorganiser en tout cas la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à recommander, si vous êtes en tout cas demandé de recommander au gouvernement ce qui doit être fait vraiment pour que la population et leurs marchandises puissent en tout cas voyager dans de bonnes conditions. Déjà, on devrait d'abord avoir comme première idée de bannir ou bien d'effacer le simple fait de transporter de la marchandise au beau milieu de la nuit. On devrait aussi avoir la manière d'avoir à disposition des navires pour les transports, rien que spécialisés pour les transports.
pour pouvoir guider des marchandises d'une ville à une autre en toute sécurité. Parce que là, surtout que l'ONATRA existe encore. Et à l'époque, l'ONATRA disposait de beaucoup de bateaux et qui transportaient dans de bonnes conditions le personnel et leurs biens. Donc, il suffit seulement, je crois, de réhabiliter l'ONATRA, de construire de nouveaux bateaux, de réhabiliter des anciens bateaux et de baliser le fleuve et ses affluents pour qu'on trouve une solution. Comme vous l'avez dit, tout est question de réhabilitation. On doit songer à la réhabilitation de l'ONATRA et comme ça, on va voir avec ça. Sûrement, ça va progresser et il y aura un changement. Voilà, c'est ce qui est souhaité par Nico Chitambwe, ces jeunes Congolais avec qui, en tout cas, nous sommes en train d'analyser l'actualité aujourd'hui dans l'école du changement. On passe en tout cas à autre chose, Nico Chitambwe. Il y a à l'est du pays aujourd'hui, et ça fait l'actualité, il y a de jeunes résistants, des combattants, Wazalendo, qui sont en train en tout cas de mettre à mal les terroristes du M23 qui sont soutenus par les Rwandais. Et on apprend que beaucoup de localités qui étaient occupées par cette force négative est aujourd'hui récupérée par les Wazalendo. Et cela en tout cas à la grande satisfaction de la population congolaise. Je ne sais pas, de votre point de vue, comment est-ce que vous avez accueilli ces informations qui viennent de l'Est, qui font état de la récupération de certaines localités par les Wazalendo, les résistants, et qui font fuir les M23 qu'on avait dit qu'ils étaient invulnérables. Bon, déjà, c'est une satisfaction pour moi, déjà que on a des jeunes patriotes congolais qui sont en train de se battre pour la nation. Les patriotismes qu'il y a en eux, qu'il y a en nous, ça déjà j'encourage l'effort et le mouvement des Wazalendo. Si les peuples est d'accord avec les Wazalendo, on ne peut que l'accompagner et continuer dans cette voie. Voilà, et comme on le voit, le peuple est d'accord avec les Wazalendo parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas appris qu'il y avait une manifestation contre les Wazalendo parce que les Wazalendo, ce qu'ils sont en train de faire, ils se battent pour les intérêts de la population. Mais les Wazalendo se battent en tout cas avec les moyens du bord à leur disposition. Mais il y aura même des Congolais, certaines personnes qui disent que non, il faut que le gouvernement les soutienne, il faut que l'armée puisse se prêter main forte à ces Wazalendo. Je ne sais pas si c'est votre point de vue ou vous avez un avis contraire par rapport à ça, Nico Chitambwe. Bon, déjà, par rapport aux Wazalendo, ça, on ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que la seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est le patriotisme qui a en les Wazalendo pour pouvoir mener leur bataille contre l'M23. Ça, nous sommes tous d'accord sur ça. Par rapport au soutien que la FRDC doit apporter aux Wazalendo, ça par contre, c'est nos autorités militaires qui doivent prendre la décision. On a des généraux, on a des ministres chargés de la défense, la sécurité intérieure. C'est à eux que revient la charge de décider s'ils peuvent ou pas soutenir les mouvements des Wazalendo. Ah oui, bon. Avec ce combat que mènent les Wazalendo, est-ce que vous espérez que demain, on pourra en tout cas chasser définitivement les M23 et ceux qui les soutiennent, les Rwandais? Vous êtes sûr? Oui, en tant que Congolais, j'ai la ferme conviction qu'un jour, on n'aura plus à avoir affaire au mouvement M23 à l'est du pays. Je suis aussi convaincu qu'avec du temps et avec de l'effort et la coopération de chaque Congolais, on peut parvenir à quelque chose de bien. Et si par exemple vous êtes demandé à vous, vous êtes jeune aussi, Nico Chitambwe, de rejoindre les Wazalendo pour défendre le pays, est-ce que vous êtes prêt à le faire? S'il était possible pour moi de rejoindre les Wazalendo pour protéger les pays, ça, je pourrais le faire. Par contre, si il faut rejoindre les Wazalendo pour pouvoir après être un terroriste ou autre chose, ça non. Ah, tant que c'est pour la défense de la patrie, ça je suis. Ok, bon, est-ce qu'il n'y a pas de crainte, Nico Chitambwe, que demain, les Wazalendo, qui sont en train maintenant aujourd'hui de se battre contre le M23 et qui remportent des victoires, est-ce qu'il n'y a pas crainte que demain, ils puissent commencer maintenant à faire des revendications, ils puissent demander à ce qu'on puisse les récompenser, que leur commandant soit nommé général, intégré dans l'armée? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de crainte? Bon, déjà comme je l'ai dit,
il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. Oui. C'est l'essence du patriotisme. Oui. Mais à part ça, je ne vois pas quelle autre raison pousserait les Ouazaliens à combattre les M23. Parce que les FARDC et les Ouazaliens, c'est tous des Congolais qui combattent les M23. Et ça, c'est le patriotisme. Par contre, à part ça, je ne vois pas d'autres raisons qui peuvent pousser les Ouazaliens à combattre les M23. Et après ça, comme je l'ai dit, on a nos autorités militaires, on a nos généraux, on a nos ministres aussi qui peuvent prendre ça en charge. Donc la décision, elle revient à eux. Bon, il y a aussi, toujours pour l'Est du pays, le gouvernement a décidé, en tout cas, a déjà informé les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour que la MONUSCO puisse en tout cas quitter très rapidement notre territoire, parce que ça fait plusieurs années que la MONUSCO est là, mais la guerre ne s'arrête pas et le soutien que la MONUSCO apporte à la République démocratique du Congo, en tout cas, n'est pas suffisante pour faire cesser l'insécurité et la guerre. Est-ce que vous êtes de ce point de vue-là? Bon, déjà, il y a la population qui habite à Goma, il y a une autre population qui habite à Kinshasa, comme Lubumbashi, mais particulièrement la population qui habite à Goma, si elle a jugé nécessaire que c'était le moment pour la MONUSCO de partir du Nord Kivu, c'est qu'elle a ses raisons. Par contre, nous autres ici, ou ceux-là qui n'ont pas encore été à l'est du pays, qui ont eu apporté des commentaires comme quoi c'était un mauvais jugement de la part de la population de Goma. Comme commentaire, ce que j'ai à dire, c'est que les habitants du Nord Kivu ont jugé nécessaire par rapport à la progression qu'eux-mêmes ont vue et par rapport à leur vécu. Donc, comme vous le dites, c'est facile quand on est ici à Kinshasa, à l'abri de la guerre, de faire un jugement de loin, mais ceux qui vivent l'insécurité sur place et qui vivent l'incapacité de la MONUSCO à pouvoir en tout cas faire face aux menaces qui guettent et aux dangers, à l'insécurité que vit la population. Donc je crois que sur place là-bas, ils ont d'autres raisons. Bon, il y en a qui disent que non, si la MONUSCO part, nous risquons de revoir la montée en puissance de certains groupes armés. Est-ce que si la MONUSCO part, en tout cas, tout va s'effondrer à l'Est, selon vous? Non, tout ne va pas s'effondrer, je pense pas. Et puis, beaucoup de médias congolais, certains c'est des médias un peu anonymes, qui ont tendance à porter jugement sur la façon dont les FARDC procèdent à l'est du pays, sans pouvoir avoir mis les pieds sur les terrains ou bien sans pouvoir avoir combattu à l'est du pays, ont tendance à porter des commentaires ou bien des arguments contre les FARDC, histoire de remonter la population contre les groupes armés. Donc, selon vous, vous notez par exemple qu'il y a certains Congolais qui sont en train de dénigrer leur propre armée et puis d'encourager l'insécurité. Est-ce qu'il y a donc, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui profitent de cette insécurité à l'est du pays? Pas de manière à encourager l'insécurité, mais de manière à mettre la population en panique de temps en temps. Et par rapport à ces genres de compatriotes, est-ce que vous avez quel message à leur adresser? Bon. Un message en tant que patriote adressé aux Congolais, par exemple, par leur discours, par leur agir, sont en train de décourager nos forces armées, pourtant qui font un grand travail à l'est du pays. C'est une question de moralité. Pour eux, c'est une question de moralité. S'ils jugent que pour eux, c'est bien de faire ça, ils n'ont qu'à continuer. Si ils parviennent à juger que c'est mal de faire ça, ils pourront arrêter. Non, mais quand on est citoyen d'un pays, Nico Chitamboué, on ne peut pas décourager sa propre armée qui se bat pour la sécurité du pays. Non, il faut toujours encourager l'armée. C'est l'armée qui défend notre patrie, c'est l'armée qui défend nos frontières. Bon, merci beaucoup Nico Chitamboué. Je rappelle que vous êtes un jeune patriote congolais. Avec vous, nous sommes en tout cas en train d'analyser quelques questions d'actualité. Et c'est la première fois pour vous, en tout cas, d'être l'invité de l'École du Changement. Et avec vous, on est en train de commenter. Bon, il y a un autre point qui fait en tout cas, qui a fait la une de l'actualité ces derniers temps. Il s'agit des prises de position, la dernière prise de position de l'ex-général John Numbi, qui a menacé les institutions, qui a produit un discours pour discréditer les institutions. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez jugé, si vous avez
accueilli ce genre de discours? Bon, nous avons tous vu ces déclarations via Twitter ou bien Instagram, comme tous les autres réseaux sociaux. Déjà, il n'y a pas trop à dire, juste que, comme on sait tous, le général John Numbi, c'était un général d'armée qui a été inspecteur, qui a été commandant de la police par après, je crois inspecteur aussi de la police. Ça fait près de 2 ans qu'il était loin des caméras, loin des médias. Il est simple fait de réapparaître après 2 ans pour porter de telles déclarations. Ça doit quand même faire quelque chose, ça doit quand même faire réagir certaines personnes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se cache derrière de telles déclarations? Il veut quoi? Justifier les statuts des réfugiés là où il est pour qu'on dise que non, bon, c'est vrai, vous êtes maintenant contre les régimes, tu peux rester ou comment? Ou bien il y a des gens qui l'utilisent pour faire ce genre de déclarations et pour s'aimer un peu les désordres ou la panique dans la population. Bon, ça les gens ne peuvent pas savoir, mais le simple fait qu'il ait tenu de telles déclarations, ce n'est pas des déclarations qu'on peut banaliser ou qu'on peut prendre en compte, mais qu'on doit quand même savoir que il a tenu des déclarations pendant cette période, parce qu'on approche des élections dans 2 mois, ça sera la période des élections, et il a tenu des déclarations, donc il faut juste être à l'affût. Donc ça veut dire qu'il doit être manipulé par des gens qui sont contre la tenue des élections, ou quoi? Peut-être bien. Bon, Nico, nous avions suivi aussi, toujours sur ces mêmes sujets, l'Organisation de défense des droits de l'homme, la Voix des Sans-Voix, la VSV, l'organisation fondée par Floribert Chebeya, vous le connaissez sûrement, oui. C'est lui qui avait été assassiné sous le régime Kabila et que John Numbi est en tout cas le suspect numéro 1 pour cet assassinat. Et la Voix des Sans-Voix, tout en condamnant ces propos de John Numbi, lui demande en tout cas de rentrer au pays pour se défendre par rapport à toutes ces accusations d'assassinat sur le dossier Chebeya. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position de la Voix des Sans-Voix. Bon, personnellement, si le général John Numbi n'a rien à s'y reprocher, il pourrait bien rentrer et se faire juger. Mais c'est à la justice de faire son travail. Si la justice a déjà commencé son travail, on ne peut qu'encourager les efforts des officiers. À part ça, rien d'autre. Mais on peut aussi, il y en a aussi qui disent que là où se trouve John Numbi, on peut aussi faire une demande d'extradition pour qu'on puisse les renvoyer ici, parce que au-delà de l'affaire Chebeya, les déclarations qu'il a faites là aussi, ça porte atteinte à la sécurité du pays. Oui, ils ont demandé à ce qu'on puisse l'extrader, mais on ne sait pas. Personne ne sait. On n'a qu'à demander tous ceux qui disent qu'on doit aller l'arrêter où il se trouve, mais personne ne sait. Pour le moment, c'est une situation observée juste. Ok, bon, comme disent les Anglais, wait and see, attendons de voir ce qui va se passer. Sûrement que la justice est en train de travailler, peut-être en toute discrétion, pour obtenir l'extradition de John Numbi pour qu'il vienne en tout cas faire face à la justice par rapport au dossier Chebeya et aussi par rapport à ces dernières déclarations où il a menacé ouvertement les institutions de la République. Nico Chitamboué, je rappelle que vous êtes un jeune Congolais patriote. Avec vous, nous sommes en train, en tout cas, de faire le point sur certains sujets d'actualité. Et la grande actualité, c'est le cycle électoral qui est en train, en tout cas, d'aller vers son épilogue. Le 20 décembre 2023, c'est prévu que nous puissions avoir, en tout cas, des élections dans ce pays à tous les niveaux. Élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, et même au niveau communal. On note par exemple cette fois-ci aussi un très grand nombre de candidats, un record. Vous allez voir par exemple pour 500 places, sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, on se retrouve avec par exemple plus de 25 000 candidats. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait courir les Congolais? Je sais que vous-même n'êtes pas candidat. Qu'est-ce qui font courir vos compatriotes comme ça? C'est quoi les 21 000 $ d'émolument à l'Assemblée nationale et tous les autres avantages? Ou vraiment, vous sentez vraiment qu'il y a cet engouement parce que les gens veulent servir leur pays? Sûrement. Sûrement c'est les 21 000 $, comme vous le dites. Ah, donc vous estimez que ce sont les 21 000 $. Et vous n'avez pas besoin d'argent, pourquoi vous n'avez pas aussi postulé Nico Chitamboué? Moi, je me dis que pour pouvoir postuler, il y a une certaine marge à suivre.
il y a une certaine marge à suivre, il y a des procédures. Et je ne pense pas que tous ces candidats, s'il fallait qu'on impose des conditions pour pouvoir se présenter aux élections, tous ces candidats, je ne pense pas qu'ils réunissent toutes ces conditions. C'est à nous de revoir notre système de vote, notre système électoral et de pouvoir bien les structurer. Mais qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour avoir moins de candidats comme ça? Soit, il faut quoi? Réduire les émoluments, par exemple, à 2000 $ ou à 5000 $, comme s'il y aura moins de gens qui vont courir derrière les 5000 $ plutôt que le 21 000 $ qu'on paye aujourd'hui. Oui, sûrement s'il y a moins d'argent, peut-être beaucoup ne vont pas venir. Ou peut-être que si on crée, s'il y a des conditions, pour pouvoir se présenter. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il faut avoir plus de 27 ans ou bien plus de 25 ans, être marié, avoir fini son cycle d'études, avoir un doctorat sûrement dans telle branche, avoir exercé dans la fonction publique. Donc il faut essayer un peu de jouer sur les critères oui. D'éligibilité pour essayer de réduire le nombre de candidats et aussi jouer aussi peut-être sur la réduction du train de vie de l'État, faire en sorte que les postes, la fonction des députés nationaux ne puisse plus mieux payer et comme ça, beaucoup de gens ne vont pas courir derrière ce poste-là. Bon, il n'y a pas que l'élection législative, nous avons aussi, pour la présidentielle, nous avons 24 candidats, et donc 23 candidats qui voudront en tout cas être à la place de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président, qui a aussi déposé sa candidature pour obtenir un deuxième mandat. Par rapport à tous ces candidats, par rapport au chef de l'État, je ne sais pas, est-ce qu'il y a-t-il des candidats, selon vous, qui font peur au président? Quand vous regardez tous ces candidats-là, des candidats sérieux qui vous estimez qui représentent quelque chose dans l'opinion, selon vous? Quand je vois tous ces candidats, et si on suit aux récents événements, des marches qu'il y a eu, je pense que, comme vous le dites bien, les chefs de l'État, c'est toujours les chefs, jusqu'aux élections. S'ils pensent qu'il y a un opposant qui peut lui tenir tête, là, ça pourra sûrement changer les cours de l'histoire ou les cours des élections. Mais pour l'instant, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un candidat capable de pouvoir faire peur au chef de l'État. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que ces détracteurs disent que son bilan n'est pas élogieux. Bon, son bilan, par rapport à son bilan, il est remarquable par certains et pas remarquable par certains. Déjà que notre président a noté que certaines personnes ne sont pas, comme on peut dire, certaines personnes ne sont pas fans de lui parce qu'ils y mettent du tribalisme. Ils disent que parce que c'est un louba, il n'est pas apte à diriger un pays. Mais je pense que s'il doit... Déjà, on est tous Congolais, on a tous des cartes. Si on doit aller au centre pour aller voter, on ira tous voter et donner ou bien choisir notre candidat, celui qu'on aimerait voir à la tête du pays. Mais par rapport à son bilan, on a vu par exemple, il venait d'être plébiscité par l'université de Kinshasa. On lui a octroyé les titres de docteur honoris causa, dernièrement à l'UNIKIN, pour le bon travail abattu au sommet de l'État. Là, ça contredit ses détracteurs. Je ne sais pas. Quel commentaire, comment est-ce que vous avez accueilli ce titre honorifique que le chef de l'État a obtenu au niveau de l'université de Kinshasa, même si ça fait polémique, comme toujours? Oui, ça fera toujours polémique. Quand on est un chef, on doit accepter la polémique telle qu'elle se présente. Et par rapport à son titre honorifique, si il a eu par son bilan présenté durant ces 4 dernières années, si les recteurs de l'UNIKIN et les autres autorités ont jugé que c'était nécessaire de l'honorer ainsi, on peut rien y faire. C'est comme ça, il a mérité. Si certaines personnes pensent qu'il a mérité, il aura mérité. Bon, il y a par exemple le grand nombre d'électeurs, des candidats, pardon, au niveau des élections présidentielles. Et pour un scrutin à un seul tour, celui qui aura beaucoup plus de voix va l'emporter. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour celui qui ose faire, le président Félix Tshisekedi, le fait que
face à lui, il y a beaucoup de candidats qui vont se disputer les autres, cette élection-là. Déjà, 24 candidats, je pense que c'est trop pour la présidence. C'est vraiment trop. Comme je l'ai dit, on doit revoir notre système de vote, notre système électoral, de sorte à procéder à des conditions pour choisir, pour pouvoir se présenter plus tôt. Et je pense pas que ça peut effrayer les chefs de l'État. Et si par exemple au niveau de l'opposition, ils arrivaient à avoir un candidat commun comme lors de l'élection de 2018, ça peut quand même changer la donne. Ça peut peut-être changer la donne, mais c'est nous les peuples qui allons décider. On a tous des cartes d'électeurs, on sera tous en mesure d'aller voter, car c'est notre devoir des citoyens congolais d'aller voter et de choisir notre futur dirigeant étant chef de l'État. Bon, il y en a qui disent déjà que non, les processus ne se déroulent pas bien, tout est fait pour tricher. Il y a par exemple l'FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila, par exemple, qui n'est pas impliqué dans ces élections-là. C'est pas, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui estiment que les élections, c'est déjà la fraude qui est organisée? Si on parle des fraudes électorales, déjà, il n'y a pas de commentaire pour ça. La politique, elle est un peu compliquée. Et c'est pas tout le monde qui maîtrise les domaines politiques. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est à nous les peuples que reviendra la décision de choisir notre chef de l'État. Donc vous êtes sûr que les votes tels que sera émis par la population, c'est ce qui aura comme résultat après le dépouillement, après la publication des résultats? Oui. Donc vous faites confiance à la CENI de Denis Kadima? On ne peut que faire confiance à la CENI, vu que les élections, c'est dans 2 mois. Si on ne fait pas confiance à la CENI, on ne sera pas en mesure de pouvoir aller voter. Et si on ne vote pas, on ne pourra pas avoir notre candidat. Mais vous répétez que chacun a sa carte d'électeur, mais vous n'êtes sans ignorer que cette carte d'électeur est de très mauvaise qualité. Il y en a même dont les cartes d'électeurs, en tout cas, n'ont plus d'écrit, n'ont plus de photos. C'est ce que votre carte est intacte, Nico Chitambwe? Oui, la mienne est intacte. Donc vous avez cette chance-là. Et à ceux qui se retrouvent dans la situation où leurs cartes sont illisibles et tout ça, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Parce qu'il y en a qui se découragent déjà, ils disent, bon, comme la carte est abîmée, je ne veux pas aller voter. Je pense qu'il y a encore la possibilité de refaire des cartes d'électeurs. Oui, c'est ce qui se fait. On fait de nouvelles cartes à ceux dont les cartes, en tout cas, ne sont plus lisibles. Mais il y a une émission de la SADC qui est arrivée ici, une émission électorale qui consulte les différentes parties prenantes. Ils ont été avec le FCC de Kabila, il semble avec Martin Fayoulou. Il y a une rumeur qui dit que c'est pour préparer un dialogue qui n'aura pas élection. Est-ce que vous avez eu ce genre de bruit aussi, peut-être dans votre canal d'information, Nico Chitambwe? Oui. Ou ce ne sont que des rumeurs? Oui, j'ai eu à entendre. Sûrement c'est des rumeurs, sûrement elles peuvent être vraies. Mais comme je l'ai dit encore, on va attendre, vu que les élections approchent. Et c'est pendant les élections, il y aura toutes sortes de rumeurs qui peuvent ressortir, qui peuvent être au cœur de l'actualité. Elles peuvent être vraies ou fausses. Mais on va essayer d'être fort et être sage et pouvoir observer cette période d'élection. Bon, Nico, en tout cas, le temps nous imparti arrive à la fin. Vous avez 2 minutes pour, en tout cas, sur tout ce qu'on a dit là, votre mot de conclusion, et nous allons en tout cas nous séparer. Par là, pour votre tout premier passage sur ces plateaux d'école du changement. Oui. Il n'y a pas beaucoup à dire, sauf que j'encourage la population congolaise à être un peu plus soudée et avoir l'esprit coopératif avec nos forces armées ainsi que policières pour pouvoir accompagner nos combattants dans la bonne marge à suivre. Voilà, merci beaucoup Nico Chitambwe. Je rappelle que vous êtes un jeune patriote congolais
Vous êtes des formations économiques, mais cela ne vous empêche pas en tout cas de pouvoir analyser les questions politiques, sécuritaires et autres. Merci en tout cas d'avoir pris de votre temps pour passer sur ce plateau. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois de pouvoir passer ici, parce que cette émission n'est pas réservée qu'aux anciens politiciens ou à ceux qui sont déjà rodés. Nous ouvrons aussi en tout cas notre espace à ce jeune comme vous qui voudra en tout cas faire de la politique aussi, qui voudra en tout cas donner leur point de vue sur la marche du pays. Comme on dit, si vous ne vous intéressez pas à la politique en tout cas va guider votre vie. Merci à l'équipe technique avec Bruno Zinga, avec Olivier Longwango, avec Moron Djambé, et rendez-vous en tout cas est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Bye et à la prochaine. Merci.